et bienvenue sur Objectif Gare. Ce matin, on va parler des régionales avec un débat sur les enjeux de la région Occitanie. Autour de la table, des têtes de liste et des candidats pour la région. Ce matin, on va parler des différents enjeux, comme je le disais, pour les régionales, des transports, du développement économique, du tourisme, de l'éducation, formation, mais également de l'aménagement du territoire. Rappelons que ces élections se dérouleront les 20 et 27 juin prochains, en même temps que les départementales, où nous aurons l'occasion d'en débattre prochainement. À mes côtés, notre journaliste politique Coralie Mollaret. Bonjour Coralie. Bonjour à tous. Allez Coralie, on débute tout de suite avec la présentation des candidats autour de la table. Alors oui, à ma gauche, il y a Jean-Luc Gibelin. Vous êtes vice-président communiste en charge des transports à la région. Vous êtes également numéro 2 de la liste de Carole Delga dans le Gard, l'Occitanie en commun. À côté de vous, Julien Sanchez. Vous êtes conseiller régional sortant Rassemblement National. Vous êtes aussi tête de liste Rassembler l'Occitanie dans le Gard, liste qui soutient le candidat Jean-Paul Garot à la présidence de l'Occitanie. Et Coralie, face à Julien Sanchez, c'est Jérôme Talon qui est avec nous. Alors, il n'est pas élu, lui, à la région, mais il est tête de liste, le nouvel élan occitan dans le département du Gard. C'est une liste qui est soutenue par la majorité présidentielle et le candidat pour la région, c'est Vincent Terrail-Novès. Et puis, à côté de Jérôme Talon, c'est Christophe Rivinc qui est avec nous, conseiller régional sortant, président du groupe d'opposition des élus de la droite et du centre. Dans le département du Gard, vous êtes donc tête de liste du Courage pour l'Occitanie du candidat Les Républicains Aurélien Pradier. Bonjour. Les présentations sont faites, je crois, Coralie. Oui. On enchaîne. Allez, on va démarrer tout de suite en douceur avec l'ensemble de nos candidats. Ils vont avoir 1 minute pour vous expliquer pourquoi les Gardois devraient voter pour leur candidat. Il nous semble que la raison principale, c'est de poursuivre ce qui s'est fait depuis 6 ans, qui a montré un intérêt important pour avoir réussi à faire région, pour avoir répondu aux attentes de la population, pour avoir su, je pense que nous y reviendrons, avec agilité faire face à la crise et donc d'être en situation de pouvoir maintenant être dans une deuxième étape de cette région Occitanie, d'être dans le développement de la région, dans la poursuite d'une région à énergie positive, dans l'attente de ce qui est aujourd'hui une demande forte de la population, d'être reconnu et en même temps de pouvoir vivre en toute sécurité. Monsieur Sanchez, même question que pour Monsieur Gibelin. Pourquoi les Gardois devraient voter pour la liste du Rassemblement National ? Alors pour ne plus faire ce qui s'est fait et pour agir différemment. Ne plus faire ce qui s'est fait, c'est-à-dire ne plus être dans la discrimination comme l'a été Carole Delga. Elle a été condamnée, je le rappelle, par la Cour de cassation pour discrimination envers une commune du département du Gard. Ça, c'est quand même à noter. C'est un tribunal, la plus haute juridiction française, qui le dit. Donc ça dénote la manière d'agir de Carole Delga. Et ça, nous inscrivons totalement en opposition avec ça. Et ce que nous voulons faire, c'est valoriser l'identité de la région, la mettre en valeur, la mettre en avant. Le but n'est pas de mettre la photo du président de la région partout comme c'est fait actuellement. Nous ne sommes pas dans une république bananière, mais de mettre en avant la beauté de la région, ses sites touristiques, ses entreprises. Et nous voulons aussi améliorer la sécurité, même si ce n'est pas une compétence régionale. Nous voulons agir sur la sécurité dans les transports, dans les lycées, et aussi aider les communes à agir en matière de sécurité. Monsieur Talon, c'est à vous. Pourquoi les électeurs devraient voter Vincent Terrail-Novès, candidat de la majorité présidentielle ? Eh bien, je crois qu'il y a un élément qui est important que les Français ont déjà retenu en 2017, c'est le dépassement des clivages. Je crois que si les Gardois et les Gardoises veulent dépasser les clivages, qu'ils veulent mettre à la tête de cette région une liste qui va de la gauche raisonnée à la droite raisonnable, avec l'ensemble de la majorité présidentielle, je crois que oui, on peut changer les choses. Alors, tout n'est pas négatif dans le bilan de Carole Delga, je ne serai pas aussi dur que M. Sanchez. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup à revoir dans certains domaines, on en parlera. Et je dirais juste aux Gardoises et aux Gardois, si vous avez aimé Macron en 2017, vous aimerez Terrail-Novès en 2021. Monsieur Rivinc, c'est à vous. Pourquoi les électeurs devraient voter pour le candidat DLR, Aurélien Pradier ? Mais écoutez, pour plusieurs raisons. La première, c'est de rassembler toutes ces positions un peu divergentes. On vient de le voir dans le début de ce débat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opposition entre les différentes listes. Moi, je pense qu'effectivement, avec une liste du courage autour d'Aurélien Pradier, avec une liste de compétences, puisque beaucoup de candidats sont issus des territoires, élus locaux, maires, présidents d'agglomération, d'intercommunalité, nous allons pouvoir rassembler ce qui est bien chez les uns et chez les autres, avec des valeurs fortes
des valeurs justement de la droite républicaine et du centre, et faire en sorte que demain cette région aille mieux, parce que nous avons une région fabuleuse avec des atouts fabuleux, et nous pensons que ces dernières années, si tout non plus n'a pas été ajouté, puisque j'ai voté un certain nombre de mesures, il y a des choses où nous pouvons aller plus loin, nous pouvons faire mieux, et en tout cas pour rassembler les habitants de cette région Occitanie. Et je pense que notre projet est celui qui peut le plus rassembler les habitants, et donc avec un projet le plus ouvert possible dans tous les domaines, bien sûr de la sécurité, bien sûr de la transition écologique, mais du développement économique et de la santé également, dont il faut que nous parlions. Les présentations sont faites à présent, c'est l'heure du débat. Durant ce débat, 5 thèmes seront abordés: l'éducation et la formation, les transports, le développement économique, le tourisme et l'aménagement du territoire. Coralie, on va débuter tout de suite avec l'éducation et la formation. Vous nous plantez un peu le décor ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil régional d'Occitanie a de l'argent à distribuer, un budget d'environ 4 milliards d'euros. Ce sont essentiellement des dotations de l'État et des fonds européens. Ce qu'elle doit faire principalement avec cet argent, c'est développer l'économie. Ça passe d'abord par la formation des jeunes et des moins jeunes. La région s'occupe de la construction et rénovation des lycées. Elle finance aussi certaines filières qui sont normalement en lien avec les besoins du territoire. Par exemple, c'est la région qui finance le centre de formation d'apprentis de Marguerite. Et on va débuter avec M. Rivenc, peut-être sur la question autour de l'éducation et la formation. C'est quoi les propositions chez les Républicains ? Alors tout d'abord, c'est une des thématiques essentielles. Travailler pour sa jeunesse. Nous avons la chance d'avoir une région jeune, une région dans laquelle il faut que nous investissions très fortement dans la jeunesse. Alors bien sûr, vous l'avez dit, la région est compétente notamment dans les lycées, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la région n'est pas la gestionnaire des programmes, puisque c'est bien sûr l'Éducation nationale qui gère le contenu, mais la région peut apporter à la fois sur l'aménagement des lycées, à la fois sur les infrastructures, à la fois sur les politiques publiques autour, et notamment sur la sécurité qui manque dans beaucoup d'établissements, peut apporter un plus à ces jeunes. Une des propositions qui nous différencie sûrement des candidats, c'est de créer au cours de ce mandat, autour de l'ensemble des lycées, une bulle de sécurité, parce que beaucoup trop de nos lycées aujourd'hui sont gangrénés, notamment par la drogue, notamment par des vendeurs qui sont à l'approche des lycées, et même si la région n'a pas en tant que telle une compétence autour de la sécurité, je pense nécessaire, les parents, que mes enfants sont plus au lycée, mais le père que je suis a besoin que nos enfants aillent au lycée en sécurité et pour apprendre, parce que sans formation, effectivement l'avenir semble bouché, et c'est peut-être à cause de ça que nous voyons sur notre région une explosion des faits de délinquance, parce que nous investissons pas assez dans la jeunesse. Et puis en plus, je pense qu'il faut, malgré que la loi ait changé un peu les compétences en la matière, il faut que nous investissions encore plus dans l'apprentissage, parce que je crois beaucoup à l'apprentissage, parce que l'apprentissage c'est apprendre un métier en réalité, c'est apprendre un métier dans les entreprises. Donc ça crée à la fois de l'emploi, puisque c'est un contrat de travail, et puis ça donne une formation, et on sait que les chefs d'entreprise sont très en attente de tout cela. Donc c'est vrai que la région est quasiment moteur il y a plus de 350 lycées dans cette belle région. Il faudra sûrement en construire de nouveaux, suivant les besoins de la population, mais je crois que c'est une des politiques majeures, avec bien sûr d'autres, mais celle-là sur laquelle nous investirons très fortement au cours des 6 prochaines années. Monsieur Sanchez, Monsieur Rivenc, il y a quelques instants, parle de la sécurité et des moyens qu'il souhaite mettre en place. Je présume que ça fait écho chez vous et que c'est quelque chose que vous souhaitez également mettre en place. Oui, ça fait des années et des années qu'on le propose. C'est une position constante du Rassemblement national, parce que ce sujet ne s'est pas amélioré d'année en année. Il y a eu de grosses difficultés dans un certain nombre d'établissements de la région, avec même des enseignants qui s'en sont plaints. Je pense à certains cas, notamment dans l'Hérault. Il est évident qu'il faut mieux sécuriser les établissements scolaires, et donc la région étant compétente en matière de lycée, c'est un sujet fort. C'est quoi, on met plus de vidéosurveillance ? Oui. Comment ça se passe ? Oui. Des agents de sécurité à l'entrée des lycées ? De la vidéosurveillance, et puis du soutien également au personnel, c'est-à-dire être davantage en lien avec les personnels. Aujourd'hui, beaucoup de personnels se sentent un peu oubliés et laissés de côté, et donc il faut qu'il y ait ce lien entre les personnels et la région, et qu'il y ait un soutien et un appui, et donc des moyens également matériels, et pas seulement humains, mais des moyens matériels donc pour résoudre les problèmes de sécurité et les empêcher. Mais qu'est-ce qui vous distingue du coup de Christophe Rivenc ? Vous êtes tous les deux sur la même thématique, sécuritaire, mais qu'est-ce que vous proposez de plus, de mieux ou de différent ? Je crois qu'on a déjà l'ancienneté et la légitimité sur le sujet. C'est un sujet auquel on ne pense pas juste depuis un mois, contrairement à d'autres. Nous y pensons depuis des années et des années, et donc ces propositions-là, nous les faisons depuis des années. Et voilà, je crois que c'est ce qui nous différencie essentiellement, et ce qui nous différencie aussi, c'est
qu'on a vu ce que la droite faisait lorsqu'elle était au pouvoir, et on peut dire qu'au niveau de l'État, supprimer des postes de policiers et de gendarmes, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, c'est pas vraiment aller dans le sens de la sécurité. Donc voilà, nous, c'est pas seulement les discours, ce sera les actes. Monsieur Gibelin, on avait le sentiment que je n'étais pas totalement d'accord, à la fois avec Monsieur Riveng, mais particulièrement avec Monsieur Sanchez. Non, parce que je pense qu'il faut parler des réalités, il faut parler de ce qui se fait, de ce qui est réellement le terrain. Pour Carole Delga, la jeunesse, c'est d'abord et avant tout la priorité. Ça a été la priorité pendant le mandat. C'est la mise en place de la carte jeune qui est ce qui a permis d'aider évidemment les jeunes. Nous allons le faire en septembre prochain, les transports scolaires gratuits pour l'ensemble des 180 000 enfants sur le territoire, en dehors des agglos. Peut-être que des agglos ne le feront pas, ça les regarde, mais sur les enfants qui sont pris en charge par la région, ils seront avec du transport gratuit. Ça a été la construction de lycées et le département a été aussi servi avec le lycée de Sommières, mais avec des travaux dans de nombreux lycées sur le territoire. Et les territoires qui sont ceux des participants de ce débat ont été aussi servis dans ce cadre en dehors de toute discrimination. Pas sur les lycées. À ce qui a été indiqué, il y a eu des travaux, tout à fait, il y a eu des travaux dans le lycée professionnel chez vous, vous le savez très bien. Oui, mais on mériterait à lycée général. Il y a eu des travaux, vous le savez, contrairement à ce que vous avez indiqué. Donc les choses sont faites et c'est important d'y revenir parce que les choses ont été réalisées. Quand j'entends parler de sécuriser les abords des lycées, écoutez, nous sommes passés de 30-40% de lycées qui avaient des systèmes de vidéosurveillance à plus de 80 aujourd'hui et nous avons pris l'engagement que ce serait 100% en 2023. Donc c'est pas du discours, c'est pas quelque chose qui vient d'être inventé, c'est quelque chose qui s'est fait. Et je crois que c'est la différence avec les autres participants, c'est que nous l'avons fait. Nous ne sommes pas dans le discours, oui, mais nous avons assumé les responsabilités qui nous ont été confiées par les habitantes et les habitants comme on a de l'habitude, la région. est-ce que les équipes de Macron vont mettre tout le monde d'accord ? En tout cas, moi, je vais faire des propositions pour l'éducation et la formation plutôt que me concentrer que sur la sécurité, parce que c'est pas l'alpha. Mais avant sur la sécurité, c'est pas l'alpha ou l'oméga. Partager le point de vue de M. Riveng et le constat que fait M. Gibelin. Comment peut-on ne pas partager ce que viennent de dire les trois, d'ailleurs, les trois, alors des façons différentes, avec certainement des arrière-pensées différentes aussi, mais honnêtement, comment ne pas partager cet avis-là qu'il faut sécuriser au mieux, évidemment, les lycées pour que les enfants, les enseignants et les personnels puissent travailler normalement. Évidemment, moi je pense qu'il faut aller même un peu plus loin, c'est carrément passer les contrats entre la région et les collectivités pour les abords, pour les sécurisations des abords, parce qu'il faut bien regarder aussi les compétences de chacun, qui doit faire quoi, et ne pas se tromper. Donc voilà, donc c'est important d'aller vers ces partenariats entre collectivités. Moi après, sur l'éducation et la formation, je me limite pas à de la sécurité. Donc j'ai des propositions évidemment. Je pense qu'il faut aller vraiment sur l'arrêt. Il faudrait arrêter le saupoudrage des formations. C'est bien de soutenir l'ensemble, de le dire, de soutenir beaucoup de formations, mais nous, on se concentrera sur 10 métiers en tension dans la région pour essayer véritablement de redresser des filières dont on a besoin dans notre territoire. Lesquelles, parce que c'est ça le problème. Donc, il faut vraiment qu'on parte sur ces 10 métiers. Ces 10 métiers, on le fera non pas seul parce qu'on n'invente pas les choses, on le travaille avec le corps. C'est quoi les métiers le corps enseignant. en tension aujourd'hui? Alors, il y a des métiers en tension, notamment des métiers techniques qu'il faut vraiment aider. Alors, ne me donnez pas une liste à la Prévert parce que si je vous dis 10, c'est parce qu'on a fait un choix d'orientation sur 10 métiers qui ne sont pas déterminés encore. On donne un nombre et on mettra l'accent sur ces 10 métiers, c'est-à-dire 10 métiers dont la région a besoin. Et donc ça me fait rebondir sur l'orientation choisie aussi. C'est des points importants. Georges Frêche était très attaché à l'orientation choisie, c'est pas ce qui a été fait par Carole Delga. Et ça c'est important aussi de pouvoir le travailler. Enfin, on créera un micro-lycée dans chaque département qui s'occupera en fait d'essayer de ramener des jeunes vers qui sont en échec scolaire et qui sont surtout hors du système, et donc d'essayer de récupérer ces enfants parce que c'est important. Et lorsqu'il y a une réussite sur un enfant, on peut éviter un fait de délinquance et quelqu'un qui décroche complètement sur l'avenir professionnel. Et enfin, derrière, Christophe Riveng en a parlé, c'est un point très important.
et le père que je suis le sait très bien, ma fille est en apprentissage. Nous doublerons les contrats d'apprentissage. L'objectif est d'arriver à 80 000 d'ici 2030. Et donc, nous continuerons de progresser sur le doublement. Vous rappelez quand même que c'est votre gouvernement qui a supprimé la compétence de l'apprentissage aux régions. Enfin, juste, c'est important de le rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est bien gentil d'annoncer comme ça un projet dont en réalité, qui ne peut pas se mettre en place, parce que ce n'est plus la région qui a cette responsabilité. Nous le regrettons. Bien entendu, nous l'avons combattu. Enfin, c'est pas possible de dire ça. La région doit être une collectivité de proximité. Puisqu'effectivement, j'ai bien entendu, si je peux pas, j'essaie d'être assez court, Madame Mollaret. Donc je rajoute une autre mesure, parce qu'effectivement, la sécurité est essentielle. Il n'y a pas que ça. J'ai parlé de la formation, j'ai parlé du contenu, bien sûr de la qualité de nos équipements. Mais nous allons mettre en place pour tous les jeunes entre 16 et 30 ans qui consacreront 2 mois de leur vie à une activité bénévole dans une des associations qui en lien avec les 3 grandes causes que nous portons avec Aurélien Pradier sur cette région. Nous leur mettrons à disposition un prêt gratuit de 50 000 € pour présenter un projet, pour porter un projet. Parce que nous croyons aussi à la liberté et à la capacité d'entreprendre pour notre jeunesse, et nous voulons les accompagner parce que ce qui manque le plus aujourd'hui aux jeunes, c'est les moyens de commencer dans la vie et d'avoir un projet. Donc voilà une mesure forte aussi, en plus de la formation, pour pousser les jeunes à entreprendre. Monsieur Sanchez, vous vouliez également rajouter des éléments pour aller au-delà de la sécurité. Juste une ou deux mesures, mais effectivement, on peut retrouver l'ensemble de nos projets sur les sites internet de nos candidats, mais c'est vrai que sur la formation, on peut s'indigner que parfois, justement, les formations soient faites sur des voies de garage, c'est-à-dire sur des choses qui ne mènent à rien au final. C'est comme passer certains diplômes universitaires dont on sait très bien qu'il n'y a pas besoin de ces métiers-là derrière et qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut justement consacrer et concentrer les efforts sur la formation, sur des secteurs où on recrute et sur des secteurs où on a besoin justement de gens formés. Ça, c'est important. Alors ça paraît comme ça évident, mais ça n'est pas ce qui est fait aujourd'hui, et ça, nous réorientons. Les secteurs, très concrètement? Vous prenez tout simplement les secteurs qui sont en tension sur le marché de l'emploi. Il y a les secteurs dans l'agriculture, il y a les secteurs également sur lesquels il faut miser beaucoup, c'est l'aéronautique. Ce sont des sujets qui sont importants, et il faut justement aider les sous-traitants et les entreprises qui travaillent dans ces domaines là à mieux avoir plus de personnes. Et ensuite, on parlait des jeunes. Une dernière mesure, c'est l'accès au permis de conduire facilité. Nous pensons que dans les lycées, on doit pouvoir, en lien avec les auto-écoles bien sûr, il ne s'agit pas de court-circuiter les auto-écoles, au contraire, mais de les associer. Nous souhaitons que nous puissions passer le code de la route au sein des lycées pour que justement les jeunes puissent avancer plus facilement et plus rapidement sur ce sujet-là. Nous le faisons sur notre territoire à les agglomérations avec la mission locale. Oui, non, mais moi je parle des lycées et de l'ensemble des lycées de la région. Peut-être un dernier point, parce que c'est important et c'est le cœur de la formation, c'est former les jeunes pour qu'ils puissent être embauchés dans des entreprises et que ça corresponde à un besoin. Monsieur Gibelin, est-ce que la région a failli dans ce domaine-là ? Est-ce qu'il y a des métiers aujourd'hui que la région ne finance pas ces filières, et du coup il y a des déserts un peu de ces filières-là ? La région n'a pas failli dans un domaine qui lui a été retiré, parce que nous avons eu un mandat avec le retrait de cette compétence. Nous avons poursuivi au-delà de ce qui était prévu, en particulier dans l'accompagnement des familles pour les apprentis. Nous avons mené de très nombreux travaux avec les différentes chambres des métiers et chambres artisanales pour justement aider à bien identifier les lieux en tension. Et puis, je pense que c'est important aussi d'insister sur le maillage du territoire par rapport à l'enseignement. Parce que, permettez-moi quand même de souligner l'exemple du campus connecté du Vigan, parce que permettre à une commune qui a à peine 3000 habitants d'avoir un campus connecté, et que du coup les jeunes qui sont sur ce territoire puissent faire la première, voire la deuxième année d'études supérieures sur place, et donc pouvoir atteindre l'enseignement supérieur, c'est évidemment un élément très important, et c'est quelque chose qui est concret pour la population. Merci Monsieur Gibelin. Allez, place tout de suite au deuxième thème sur la partie transport. Alors c'est une autre compétence phare de la région. Coralie, vous nous donnez quelques éléments d'abord ? Oui, alors on a parlé de la formation, et il faut bien que les personnes qui soient formées se déplacent pour aller où étudier, travailler ou chercher un emploi. L'Occitanie gère donc les transports ferroviaires, scolaires et interurbains. On rappelle dans le Gard les projets de réouverture de la ligne Alès-Bessèges ou de la rive droite du Rhône. Au total, en 2021, le budget représente près de 885 millions d'euros. Alors on va peut-être démarrer avec Monsieur Sanchez.
puisque bien évidemment il y a un sujet sur la halte de Beaucaire, je crois, non, en matière de transport. Là-dessus, je crois qu'il faut, on l'a d'ailleurs en conseil régional, nous avons voté un grand nombre des dossiers transport parce que c'est notre conviction profonde, et on le portait déjà avec France Jamais lorsqu'elle était tête de liste en 2010, on parlait du maillage ferroviaire, du fait d'irriguer les territoires et la ruralité, parce qu'il n'y a pas que des urbains dans notre région, il y a des ruraux. Les ruraux, ils doivent pouvoir avoir aussi accès au train, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de payer de l'essence et d'avoir des voitures. Donc ça, c'est important de garantir un service public efficace, efficient, et d'avoir justement des réouvertures de lignes. Et sur ce bilan-là, transport de Carole Delga, il y a plutôt une satisfaction de votre point de vue ? Il y a des bonnes choses qui ont été faites, maintenant il faut les poursuivre, il faut les accentuer. Je pense que nous portons un certain nombre de propositions sur ce sujet-là. On pourrait en évoquer certaines. Alors, il y a les trains du quotidien, il y a aussi la LGV. La LGV, en revanche, ça n'a pas avancé, et ça, c'est assez dommage. Alors, ça ne dépend pas que de Carole Delga, bien sûr, mais je pense qu'elle ne s'est pas assez fait entendre sur le sujet, parce qu'à un moment, il y a la manière douce d'agir avec les partenaires, et puis quand on ne se fait pas entendre et que les choses n'avancent pas, il y a la manière dure, il y a la mobilisation de la population, il y a les manifestations, il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'organiser, et je crois que sur ce sujet-là, effectivement, on n'est pas allé assez loin, je pense, au niveau de la région. Maintenant, sur les trains du quotidien, il y a une chose encore à améliorer, même deux. La sécurisation, là aussi, des transports. Et deuxième point, c'est la régularité des trains qui arrivent bien souvent en retard. On est la région où ils arrivent le plus en retard, avant la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est deuxième du classement. Et là-dessus, il faut améliorer le travail en lien avec la SNCF. Monsieur Gibelin, voilà. Dans le nouveau contrat qui a été signé avec la SNCF, il y avait des pénalités, non, sur les retards ? Tout à fait. Et donc, ça s'est amélioré ou pas ? Bien sûr, c'est le domaine qui a le plus progressé. Alors, nous avions une situation qui était compliquée, qui n'était pas aussi dramatique dans la région sud PACA, mais qui était compliquée, qui a été nettement redressée. Nous avons une progression très importante et du nombre d'utilisateurs du train, mais aussi plus globalement des mobilités. Et je pense que c'est important sur cet aspect d'insister sur cette intermodalité qui est vraiment attendue par les habitantes et les habitants de la région, et en particulier du département, ce besoin de passer d'un mode de transport à un autre. Et dans ce sens, les pôles d'échange multimodaux que nous avons mis en place, qui sont d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, et l'ensemble des communes et des communautés de communes qui sont représentées ici sont concernés par ces pôles d'échange, par une augmentation de la fréquence des trains, d'une augmentation de la desserte des cars, parce qu'il y a une complémentarité entre les trains et les cars, et puis beaucoup sur les transports doux, parce que les transports et les mobilités, ce sont aussi cette appétence et cette attente des transports doux. C'est la participation à des expérimentations sur du covoiturage, sur du transport, l'aide à l'acquisition des vélos à assistance électrique. C'est cet ensemble, et puis c'est une gamme tarifaire qui a permis de redonner envie de prendre les transports en commun, le maximum de 2 € dans les cars dans la région. Pour notre département, c'est à 1,5 €. La gamme tarifaire pour le TER avec des éléments très importants, et évidemment le TER à 1 €, mais aussi bien d'autres tarifs, dont le mini-tribu, mais aussi les expérimentations qui sont en cours. Je voudrais dire un mot de l'expérimentation de la gratuité plus égale 0 pour les 18-26 ans, qui est, à notre sens, un projet très intéressant, parce qu'il permet à celles et ceux qui demain vont construire leur vie de la construire avec l'utilisation du train, et en étant en capacité d'avoir un train gratuit. Monsieur Talon, tout ce qu'annonce Monsieur Gibelin, tout ce qui a été fait et ce qui va être, renforcé s'il y avait un nouveau mandat de Carole Delga, vous validez ? Ou vous n'êtes pas totalement d'accord ? Non, évidemment qu'on valide une grande partie de ce qui a été fait, parce qu'on était partenaires. Nous-mêmes, vous l'avez rappelé, on représente des collectivités sur le territoire, et ces collectivités, elles investissent aussi beaucoup dans les PEM. C'est pas que la région qui est présente sur les PEM, c'est les collectivités aussi quand même, qui ont fait d'énormes efforts en termes d'acquisition foncière, et est en train de préparer donc la réouverture de certaines gares. Donc le partenariat, il a été largement créé avec les collectivités. Il ne faut pas non plus les oublier, parce que ça vous fait un point d'accord avec Julien Sanchez d'ailleurs. Oui, mais
je pense qu'on en a même d'autres. Hein. Après, on a des valeurs que nous ne partageons pas certainement, mais par contre, on a des points d'accord, et heureusement d'ailleurs. Ça serait quand même dramatique. Sur le transport, il y a certainement un point que M. Gibelin ne partagera pas, c'est sur l'ouverture à la concurrence des lignes. Ça, c'est un point qui ne nous choque pas. Ne nous choque pas parce que ça nous semble une bonne chose pour faire progresser la meilleure desserte. Et certainement, quand on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, ça pourrait peut-être aussi permettre d'obtenir ces arrivées-là. Les investissements, on l'a dit, la LGV, et notamment Perpignan-Montpellier, un point très très important. Il y a Bordeaux-Toulouse évidemment, il ne faut pas oublier, mais je parle plus de notre ancienne région et celle dont nous Et la nous troisième sommes présents. voie de Nîmes-Pont-du-Gard, est-ce que vous êtes favorable à la création de cette troisième voie? Pardon? La troisième voie de la gare Nîmes-Pont-du-Gard, puisque oui. c'est une attente Non. très forte aujourd'hui de l'agglomération de Nîmes, et elle attend forcément que la région soit au rendez-vous sur cette ligne. Nous en discuterons lorsque nous serons à faire. Voilà, je vous fais la réponse. Une Par belle contre, réponse, un monsieur point important sur le routier, par contre. Sur le routier, c'est un point important, c'est la sécurisation de Nîmes-Alès. Parce que c'est dramatique, ce secteur-là. Et donc là, vraiment aussi, il faut qu'avec les C'est une route collectivités... nationale. Avec les collectivités, nous travaillons. Voilà. Monsieur Rivain, est-ce que vous êtes l'État. tout le monde d'accord? Alors, s'il reste Mais 10 minutes- c'est facile. Monsieur Gibelin va me sortir l'État à tout bout de champ. À tout bout de champ, il va me sortir l'État. Chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est à cause de l'État. Eh bien, Et chaque écoutez- fois que ça va, c'est grâce à Carole Delga. En C'est ce qu'on l'occurrence- appelle le dogmatisme. C'est exactement ce que je ne peux pas entendre. Et c'est pour ça qu'avec Monsieur Sanchez, on sera d'accord de temps en temps. Avec Monsieur Rivenc aussi. Et avec écoutez- vous, on ne sera quasiment jamais. Eh bien, tant mieux qu'on ne soit pas d'accord, mais je vous rappelle quand même, et c'est important que chacun le sache, que depuis le début du mandat, c'est 100 millions que l'État n'a pas versé à la région. Donc ça fait partie des choses qu'il faut aussi dire aux uns et aux autres. Monsieur Rivain, Alors, je sais est-ce pas que vous allez mettre tout le monde d'accord? En tout cas, dites-nous les propositions de la droite en matière de transport Alors, pour la région. je ne sais pas si je vais mettre tout le monde d'accord. En tout état de cause, je voudrais sur ce point précis donner un satisfecit à la région sortante, parce qu'il faut être honnête, et à Jean-Luc Gibelin ici, avec lequel je me suis tout à fait bien entendu sur ce mandat, sur un certain nombre de mesures. D'ailleurs, nous travaillons ensemble sur le syndicat mixte des transports du bassin d'Alès, parce que nous parlons gardois au jeu, que je préside et que Jean-Luc Gibelin vice-préside. Donc on a des visions communes. Je voudrais dire deux choses. Moi, c'est une thématique, la mobilité, dans laquelle je m'investis depuis de très très nombreuses années. Et depuis plus de 11 ans que je suis élu régional, je siège à la commission transport et je m'y exprime beaucoup. Monsieur Gibelin peut en témoigner. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que sans diminuer des compétences, de l'importance d'autres compétences, pour moi, c'est une des premières liberté, la mobilité. Nous sommes un département, parce que moi je veux revenir aux gares, je veux bien parler de la LGV, c'est très important, mais je crois moi je ne veux pas perdre de Et temps le débat, aujourd'hui de toute là-dessus. façon, il est avec les têtes de liste du Gard, Voilà, parce qu'on veut parler aux Gardois. nous on a le TGV, on a la chance depuis quelques années d'avoir le TGV à Nîmes, et pour dire, je vais en dire un mot sur la troisième voie qui est nécessaire. Ce que je voudrais dire parallèlement, que sur ce département, nous avons plus de la moitié de la population qui vit en zone rurale. Et les zones rurales, l'une des principales problématiques des zones rurales, c'est l'accès aux services publics, et notamment aux services publics de mobilité. Donc on a expérimenté, nous, sur les agglomérations, avec le covoiturage public, avec le renforcement des lignes de bus, mais on sait qu'on n'a pas les moyens sur nos territoires de pouvoir avoir des services de transport, comme on peut les avoir sur les grandes métropoles, contre lesquelles aujourd'hui je lutte concernant le manque d'équilibre qu'il y a avec nos territoires urbains ou semi-ruraux ou ruraux. Et il faut aujourd'hui que la région investisse beaucoup plus encore pour aider les territoires ruraux à pouvoir mettre en place des vrais systèmes de transport en commun. On peut inventer des choses. Donc ça, c'est évident que là-dessus, on est d'accord avec un certain nombre de choses, et j'ai quasiment voté l'ensemble des délibérations présentées sur ce mandat par Jean-Luc Gibelin et la majorité. Pour autant, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut aller encore plus loin, notamment au niveau des routes. Parce que je pense qu'on ne peut pas opposer le train en route, parce que le train, globalement, ça ne sert que moins de 10% de la population de notre région. On va y arriver à construire cette troisième voie ou pas? Elle a été décidée. Les mises en garde n'ont pas été entendues. Il y avait entre autres cette question du fait que cette gare allait éloigner toute une partie du territoire. La vie nous donne raison sur cet aspect. Je suis désolé, mais il faut quand même le rappeler. Ensuite, c'est l'opérateur national SNCF qui est mandaté par l'État, qui a aujourd'hui la responsabilité de l'infrastructure, qui n'a pas terminé un certain nombre de travaux, parce qu'il y a des travaux qui doivent être terminés et qui sont indispensables pour la régularité des TER, en particulier pour qu'ils aillent à Beaucaire, à Tarascon et à Avignon. Et donc nous avons besoin que ces travaux soient terminés. Quand ces travaux seront terminés, il y aura
j'imagine un solde, il faudra à ce moment-là savoir ce qui peut être fait de ce solde, et nous avons toujours dit que si l'État était à ce moment-là au rendez-vous, puisque c'est quand même lui qui a décidé cette gare, eh bien il faudrait sans doute faire une troisième voie. Il faudra aussi savoir quelle sera la desserte en TGV de Nîmes et de Nîmes-Pont-du-Gard, parce qu'il n'est pas question de dessaisir Nîmes-Centre de son rôle de gare TGV. Et puis il faudra aussi régler la question de qui occupe et qui gère cette desserte. Donc c'est un slogan, je sais que vous l'utilisez régulièrement, de la troisième voie, oui ou non. C'est un peu plus compliqué que simplement oui ou non à la troisième voie. Oui, mais ça part aussi d'une volonté politique pour financer le fonctionnement de cette ligne. Est-ce que la région est prête à le faire ? La région, elle a largement financé, elle a financé très au-delà de ses compétences. Elle a financé le contournement, elle a financé, et elle est à l'initiative du rassemblement de l'ensemble des collectivités pour le financement. Donc vous serez prêt à le faire, de la si voie. vous êtes réélu. Nous l'avons dit, et il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que depuis, les gens attendent et les gens galèrent. Mais tout à fait. Quand ils arrivent à Nîmes-Pont-du-Gard. Mais ils galèrent aussi avec un nombre de TGV qui est en diminution. Et il faut aussi traiter cette question-là.